Bonsoir, cher public de La Belle Télévision. Bienvenue dans Tête à Tête, la tribune qui laisse place et parole aux divers acteurs du public comme du privé. Ce soir, j'ai l'honneur d'avoir avec nous comme invitée Madame Madi Seydi. Elle est directrice conseil pour une agence de communication et d'influence et nouvellement auteure. Depuis Paris, Madi, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir, Silla. Merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est tout un honneur pour moi. Merci. Alors, Madi, comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien. Ça va, tout va bien. Je suis plutôt ravie. Je Très viens de bien. sortir d'un ouvrage, donc tout va bien. Très bien. Alors, je vais vous laisser vous raconter au public qui est Madi Seydi. Écoutez, Madi Seydi, c'est une franco-sénégalaise, donc née à Paris, grandie en banlieue parisienne et arrivée au Sénégal au moment de faire son lycée. Donc une femme de double culture qui finalement aime autant la France que le Sénégal, avec un parcours un peu particulier. Et grâce à cet ouvrage, par cet ouvrage, j'ai voulu partager mon parcours entre la France et le Sénégal et quelque part remercier tous ces gens que j'ai rencontrés sur ma route, notamment au Sénégal, et qui m'ont permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Vous dites un parcours particulier, lequel? Un parcours particulier parce que vous savez, comme beaucoup d'enfants nés à l'étranger, on se cherche souvent entre deux cultures. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, au quotidien, nous parlaient de nos cultures. Alors, moi, chez nous, on est un peu peul, un peu mandingue. J'ai grandi avec la culture mandingue. Je parlais déjà mandingue enfant, mais la particularité de mon cas, en tout cas, était de n'avoir jamais mis les pieds au Sénégal, le pays de mes parents. J'y étais jamais arrivée. Et la première fois que j'arrive au Sénégal, c'est pour m'y installer. C'est pour ça que je parle de parcours particulier, être né en France, avoir grandi en France, connaître du Sénégal ce que nous transmet nos parents, avec j'avais quand même une curiosité enfant, donc je faisais pas mal de recherches aussi. C'était un pays que j'avais l'impression de connaître parfaitement parce que le lien que j'avais avec le Sénégal à travers mes parents, mais finalement je connaissais peu. Et je débarque dans ce pays finalement pour m'y installer. Donc, C'était difficile, j'ai envie de vous demander. C'était difficile de s'adapter, déjà de rencontrer votre pays d'origine. Au début, c'est difficile parce qu'on est adolescente, on laisse derrière soi des amis, un parcours, mais quelque part, moi, j'y étais préparée. Depuis que j'étais petite, je savais qu'un jour, on rentrerait dans le pays de mon papa. Donc, j'étais préparée. Mais la réalité, c'est qu'on n'est jamais assez préparé pour arriver dans un pays qu'on ne connaît pas. C'est difficile, mais c'est aussi une belle aventure parce qu'on apprend. On apprend au quotidien. Tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours professionnel. Alors, mon parcours professionnel, moi, je viens plutôt de la sphère publique. Alors, j'ai fait des études de droit public. Ensuite, j'ai fait le CELSA pour me spécialiser en communication politique et stratégique. J'ai commencé donc dans la sphère publique. J'avais fait pas mal de stages dans des institutions avant. Mais professionnellement, j'ai vraiment commencé dans la politique en tant que collaboratrice. Je suis passée par un ministère, par le Sénat. J'ai été collaboratrice de cabinet, notamment dans une collectivité locale. Et ensuite, j'ai décidé d'aller de l'autre côté du miroir, ne plus être carrément dans la politique, mais plutôt faire du conseil. Donc, je suis passée dans un premier cabinet de conseil, et là, je suis dans ma deuxième agence spécialisée en stratégie de communication d'influence. Dans cette agence, je suis donc directrice conseil. Donc, j'ai eu vraiment un parcours atypique dans la politique. J'étais militante politique depuis que j'ai 14 ans. D'ailleurs, j'ai commencé la politique au Sénégal, et j'ai continué en étant étudiante, en revenant en France. J'étais syndicaliste étudiante à la Sorbonne. Ensuite, je suis allée dans le parti que ce qu'on appelait avant l'UMP, donc le parti de Sarkozy. J'ai cheminé là-bas en cheminant en parallèle, toujours en parallèle, dans des partis politiques sénégalais, puisque j'ai fait partie des jeunesses du PDS ici en France. Ensuite, toujours parce que moi je suis profondément de droite et libérale. Après le PDS, je me suis retrouvée à l'UCS, mais j'ai toujours fait de la politique, que ce soit en France ou au Sénégal. J'ai toujours été intéressée par la chose publique avec comme préoccupation première d'aider, toujours aider, changer le quotidien des gens. Ça a toujours été ma préoccupation. Au Sénégal, comment
Alors, Madi Seydi, quelle différence justement notez-vous avec vos différentes expériences en politique, aussi bien au Sénégal qu'en France? Et pour rappel, vous étiez dans le parti UMP de Nicolas Sarkozy et attaché parlementaire à 28 ans, aussi porte-parole, voilà, du mouvement de Nicolas Sarkozy. Quelle différence avez-vous noté? Absolument, oui. Alors finalement, la politique, la pratique en elle-même, elle est quasiment la même qu'on soit au Sénégal ou en France. Mais ce que je note de particulier, de notable, c'est la participation des femmes à la politique. Alors même si c'est vrai que en Europe aussi, il y a beaucoup de femmes en politique, mais la question de la représentativité des femmes en politique, c'est une vraie question. Et ce que je note au Sénégal, c'est que les femmes sont très impliquées dans la vie politique sénégalaises. Et quel que soit leur parcours personnel, quel que soit leur niveau d'études, même le niveau d'études, mais j'ai trouvé, en tout cas au Sénégal, que les femmes avaient une âme d'engagement. Et ça, je veux dire que ça m'a beaucoup poussée. Et je crois que c'est aussi une raison pour laquelle je me suis engagée. Parce qu'en arrivant au Sénégal, j'avais beaucoup d'a priori. J'ai découvert une société où les femmes sont puissantes. J'ai vraiment découvert des femmes courage, des femmes qui se battent, conviction chevillée au corps, pour défendre des causes qui leur paraissent justes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans la politique au Sénégal. Quelle lecture faites-vous encore aujourd'hui de la politique et de tout ce qui se passe par rapport à l'actualité? Bah, écoutez, aujourd'hui, la C'est politique le au même Sénégal, constat ou ça a changé? bah, je trouve, parce qu'aujourd'hui, on a quand même eu l'avènement d'Internet, on a des jeunes Sénégalais davantage engagés, des jeunes qui ont une plus grande culture politique, des jeunes qui font face à l'Occident et qui aujourd'hui ont les moyens techniques, mais aussi les moyens intellectuels de pouvoir répondre d'égal à égal à l'Occident, à la société européenne, qui finalement paraissait si loin, mais qui, grâce à Internet et aussi à l'immigration, les va-et-venus paraissent si proches. Donc, je note de grandes avancées, notamment du point de vue des idées, mais surtout sur l'engagement des jeunes. Moi, je suis toujours très fière de voir ces jeunes au Sénégal, mais aussi ailleurs en Afrique, s'engager pour défendre leur pays, pour défendre en tout cas la vision qu'ils souhaitent de leur pays. Et on le voit de plus en plus au Sénégal aussi. Vous vous approchez d'un parti ou de quelques jeunes en conseil ou autre? Alors, pour être tout à fait honnête, j'avais en tout cas décidé de me retirer un petit peu de la politique, en France comme au Sénégal. J'avais décidé de devenir un observateur, en tout cas regarder, mais agir autrement. J'avais décidé de faire de la politique autrement, mais comme vous savez, la politique, ça vous rattrape toujours. Ça vous Donc, rattrape toujours. en France, aujourd'hui, je ne suis pas encartée, je suis encartée dans aucun parti politique pour la bonne et simple raison que j'ai souhaité ne plus avoir de carte dans aucun parti politique pour avoir ma liberté de ton, ma liberté d'action. Alors évidemment, je continue en France, je suis profondément de droite. Au Sénégal, je continue à faire campagne pour les candidats dont je pense le projet juste. Par exemple, pour les municipales, je me suis engagée. J'ai soutenu évidemment à Dakar Barthélémy Dias, mais je continue à faire de la politique du côté des justes, du côté des courageux. Je ne veux plus prendre de carte dans aucun parti politique. Et d'ailleurs, je dis souvent en souriant, mais finalement, sait-on jamais, il ne faut jamais cracher sur l'avenir. Je ne reprendrai plus de carte dans aucun parti politique, si ce n'est mon propre parti politique. Vous comptez créer votre propre parti politique? Ah, peut-être, vous savez, la politique, on dit toujours qu'on en sort, on n'en sort jamais On vraiment. n'en sort jamais. Continuer à agir et à faire de la politique autrement, ici en France, également au Sénégal, mais sait-on jamais? Je ne sais pas. On va suivre, en tout cas. Alors, concernant votre binationalité française-sénégalaise, c'est une richesse culturelle qui vous a servi. Comment? Absolument, absolument. J'ai toujours été complètement à l'aise avec cette double culture. Je me sens aussi bien française que sénégalaise. J'ai d'ailleurs pour habitude de le dire, ma mère c'est la France, mon père c'est le Sénégal. Vous savez, il est hors de question de choisir entre ni papa ni maman. Donc moi, ça a toujours été une richesse. Ça a toujours été une richesse humaine d'abord pour moi, parce que gamine, j'ai toujours cru que j'ai toujours senti que j'avais quelque chose. C'est terrible de le dire comme ça peut paraître prétentieux. J'ai toujours pensé que j'avais quelque chose de plus que mes petits camarades. Et bien ce plus, c'était cette culture. C'était cette double culture, ce qu'eux, ils n'avaient pas. Cette capacité à parler d'autre chose, partager autre chose. Cette capacité à parler d'auteurs africains. Moi, très tôt, j'ai lu la littérature africaine
J'avais déjà lu, avant d'arriver au collège, Kamara Lai, l'enfant noir. Donc, cette double culture, elle m'a guidée tout au long de mon parcours personnel, universitaire, professionnel par la suite. J'ai jamais eu ni la question du déracinement, ni la question de choisir. J'ai toujours été ancrée, mais vraiment ancrée dans mes deux cultures, mais j'étais toujours affirmée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je le vois, je le dis toujours, je suis convaincue que si je n'avais pas eu ce périple au Sénégal, je ne serais pas la femme que je suis devenue aujourd'hui. Parce que ce que j'ai vécu au Sénégal, ça m'a enrichi. Ce que j'ai appris au Sénégal, ça m'a enrichi. Et ça m'a fait grandir. Et ça m'a d'ailleurs donné envie de faire de la politique. Si j'étais pas passée par la case Sénégal, jamais, je pense, que je l'aurais fait de politique. De la politique. Alors, qui sont vos exemples aujourd'hui et quelles sont les valeurs que vous véhiculez? Aujourd'hui, moi, une des valeurs les plus importantes, évidemment, la famille. Et ça, c'est aussi ma culture sénégalaise. On sait combien le socle familial est important au Sénégal. Et économiquement, je me dirais plutôt libéral. Mais en fait, moi, aujourd'hui, les valeurs que je défends au quotidien, c'est évidemment le leadership féminin, ce leadership que j'ai trouvé au Sénégal, ce leadership qu'on trouve chez les femmes africaines, mais pas que. C'est la sororité, c'est le développement du Sénégal, mais pas que. Je dirais même le développement de l'Afrique de l'Ouest. Alors certains me diront, mais ces valeurs, en tout cas ces valeurs sociales, sont plutôt de gauche. Moi, je réponds toujours, mais non, ces valeurs sociales, elles ne sont pas de gauche, elles sont africaines. Ça, ce sont les valeurs du Sénégal. Ce côté social que j'ai, ce côté sororité, ce côté on s'occupe de son prochain. Ben ça, pour moi, c'est les valeurs que je connais de ma culture sénégalaise. Et quel est votre combat, Madi Seydi? Mon combat aujourd'hui, j'en ai plein. C'est pas un, c'est beaucoup de combats. J'ai celui féminin, j'ai celui sur l'égalité, j'ai celui, il y en a un qui me tient vraiment à cœur, c'est d'aider les enfants de la rue au Sénégal, les talibés. Les talibés. Que j'ai découvert en allant à l'école tous les matins, qu'il y avait des enfants dans la rue, qui avaient 5 ans, qui avaient 6 ans, qui parfois avaient un peu plus, passaient leur journée à mendier, parfois avec des chaussures, parfois sans, parfois parfois pas. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est un peu de là que j'ai eu un peu une espèce d'envie de rébellion. Ça, c'est des choses auxquelles j'aimerais apporter de vraies solutions. On devrait aider ces enfants. Et c'est quelque chose qui m'a choqué parce que dans un pays, au Sénégal, où nous avons la Teranga, on ne la raconte plus à personne, tout le monde la connaît, on a une vraie solidarité. Et si vous voulez, je ne comprenais pas comment ces enfants pouvaient déambuler dans les rues, au vu et au su de tout le monde, sans que finalement ça dérange personne. C'était devenu le paysage sénégalais. Et je voudrais vraiment qu'on puisse faire quelque chose pour ces enfants qui continuent à étudier évidemment, mais dans des conditions plus décentes. Un autre combat que j'ai, c'est celui de la mémoire. La mémoire, d'abord pour les enfants qui, comme moi, sont entre deux cultures, qui puissent aussi bien connaître et assumer leur culture africaine et leur culture française. Mais quand je parle de mémoire aussi, c'est l'hommage qui est dû à nos anciens. Je pense à nos tirailleurs, qui malheureusement s'en vont tous petit à petit. Et quand ils seront partis, eh ben, il ne restera plus rien. Il ne nous restera plus rien. Et je voudrais travailler sur ces sujets-là pour faire en sorte que demain, la vie des talibés à Dakar et au-delà soit meilleure, mais que la mémoire du Sénégal soit aussi transmise de manière convenable. Parce que comme on dit toujours, l'histoire elle est écrite par les vainqueurs. Les Sénégalais ont leur histoire, ils ont le droit de l'écrire, ils ont le droit de la partager. Et c'est important qu'ils puissent la partager avec leurs enfants du Sénégal, quels qu'ils soient et où qu'ils soient dans le monde. Et ça, c'est aussi des sujets qui me tiennent à cœur. Ça fait partie de mes combats aujourd'hui. De vos combats aujourd'hui. En termes d'éducation aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait, vous êtes plutôt satisfaite? Quel est votre regard aujourd'hui sur l'éducation? Et j'irai plus loin par rapport justement aux gens binationaux, aux enfants d'immigrés aujourd'hui en France. Comment ça se passe actuellement? En France, moi, je crois que finalement, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas changé? Et ce que connaissent les enfants aujourd'hui, on apprend l'histoire de France qui est tout à fait normale, mais on doit aussi apprendre l'histoire qu'on a en commun avec les autres. Ouais. Et l'autre, c'est le Sénégal. On doit apprendre cette histoire. Les tirailleurs sénégalais étaient des frères de sang pour la France. Cette histoire, on doit la transmettre. On doit la transmettre parce que c'est l'histoire des petits immigrés, mais c'est aussi l'histoire des petits Français. Les petits Français doivent savoir que pendant la guerre, ils avaient aussi leurs frères d'armes
qui ne leur ressemblaient pas physiquement, parce qu'ils étaient noirs, mais en tout cas défendaient la même valeur qu'eux. Et là aussi, c'est là où il y a un travail important à faire, je pense, en termes d'éducation. Les immigrés, quand ils arrivent en France, eh ben, ils sont plutôt occupés à avoir des journées meilleures. Ils ne transmettent pas toujours à leurs enfants leur culture. Ce qui fait que c'est souvent des enfants qui sont perdus entre deux eaux troubles et qui ne savent pas vers quoi ils vont. Et c'est un petit peu le sens de l'ouvrage qui vient d'être édité, c'est de dire aux enfants, finalement, vous avez une identité, il n'y a pas de choix à faire, il faut assumer les deux, mais c'est important de savoir d'où vous venez pour pouvoir avancer convenablement dans la vie et finalement aller vers ce que vous souhaitez. Mais quand on ne sait pas d'où on vient, on va difficilement vers une destination sûre, une destination claire. Et ça, il y a un vrai travail à faire en termes d'éducation. Et Ouais. aujourd'hui, des parents qui sont différents. Mes parents, c'était l'ancienne génération. Aujourd'hui, les primo-arrivants, j'ai l'impression qu'ils sont encore moins préoccupés par la transmission de leur culture à leurs enfants. Donc, à défaut de ça, les enfants, s'ils ne sont pas éduqués par leurs parents, ils sont éduqués par la rue, ils sont éduqués par la télé, ils sont éduqués par d'autres personnes. Et ça en fait des enfants déracinés qui se cherchent après adultes et qui se trouvent finalement ni à l'aise dans la société française, qui est leur société, et encore moins à l'aise dans leur société africaine qu'ils ne connaissent pas. Du coup, pour tous ces jeunes qui ont vécu en France, qui comptent rentrer au Bercail, qui croient en une Afrique meilleure, quels conseils pourriez-vous leur donner? Quel conseil Alors écoutez, moi j'ai fait le même chemin qu'eux, mais en étant plus jeune. En étant plus jeune. Le conseil que je peux leur donner à ces personnes qui ont le courage, parce qu'il faut être vraiment courageux de dire je retourne, parce qu'on sait c'est difficile de s'intégrer, il faut trouver sa place. Il faut trouver sa place en disant j'arrive avec quelque chose. Souvent on arrive avec des idées un petit peu reçues, il faut s'intégrer. C'est hyper courageux et j'encourage les jeunes à le faire. Mais avant d'y aller, il faut se préparer. On ne part pas comme ça. Il faut se préparer, il faut préparer le terrain. Il faut écouter les gens que vous trouvez localement parce que c'est eux qui ont les rênes, c'est les autochtones. Il faut s'appuyer sur les locaux. Voilà, il ne faut pas vivre dans son monde, il faut s'appuyer sur les locaux. C'est très bien d'être dans les associations et les structures, j'ai envie de dire, de Français de l'étranger. C'est bien, mais il faut aussi s'appuyer sur les locaux parce qu'on ne peut pas faire ça en réalité. Et vraiment, la meilleure adaptation que j'ai pu avoir, moi, c'est avec les locaux. Le Wolof, je ne l'ai pas appris avec mes copains français. Je l'ai appris sur le terrain, en côtoyant les gens, en allant dans les villages. C'est comme ça que je l'ai appris. Il faut absolument qu'il y ait une vraie liaison. C'est pas j'arrive, je suis français qui arrive au Sénégal avec la science infuse, avec la volonté d'apprendre. Non, il faut arriver avec humilité de se dire je vais apprendre, je vais faire avec eux. Madi, vous êtes très active dans le numérique, notamment avec les femmes. Que dire à ce sujet? Oui, effectivement, je suis assez active dans le numérique parce que très vite, j'ai compris que grâce au numérique, on pourrait porter notre parole, on pourrait avoir une existence médiatique qu'on n'aurait pas, d'ailleurs, même ici en France, avant l'avènement des réseaux sociaux. Ben, la parole, qui était la parole vraie, si je peux dire ça comme ça, c'est celle qu'on avait dans les médias. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut parler, ben, comme je le fais avec vous aujourd'hui, je suis à Paris, vous êtes en Afrique, on peut se parler. Et donc, j'ai tout de suite compris que ça serait un moyen d'émancipation, notamment pour les femmes. Mais je crois bien que avant que moi je l'ai compris, les femmes africaines l'avaient compris. Elles l'avaient tout de suite compris. Elles en ont fait un moyen d'émancipation. Et d'ailleurs, c'est en regardant les femmes africaines que j'ai compris qu'avec le numérique, on pourrait faire beaucoup de choses. D'ailleurs, les premières tontines numériques, elles viennent d'Afrique. Les femmes africaines se sont tout de suite saisies du numérique et j'ai tout de suite compris que grâce au numérique, on pouvait apporter des réponses à l'émancipation financière, des réponses à l'éducation, des réponses en termes de communication. Donc évidemment, je me suis engagée sur ce créneau-là également. Je suis dans une association qui parle de femmes et du numérique pour qu'on ait une meilleure représentativité des femmes dans le numérique. Là, c'est quelque chose qui m'a frappé. En France, on n'a pas toujours des femmes dans les filières scientifiques. Alors qu'au Sénégal, c'est quelque chose qui m'a frappé. Les filles vont en filière scientifique. C'est une fierté d'être ingénieur. On a beaucoup de femmes ingénieurs, on a beaucoup de femmes dans les filières techniques. Et mon rôle, en tout cas, a été aussi de me dire, si de l'autre côté de la Méditerranée, ça marche, dans des pays qu'on appellera comme on veut, sous-développés, en voie de développement, émergents, ça marche chez eux, ils l'ont compris. Pourquoi ici en France, on ne serait pas capable de le faire et de donner aux femmes des moyens, de nouveaux moyens grâce au numérique. C'est un peu le sens de mon engagement dans le numérique. Et ça bouge? Oui, ça bouge énormément. Les lignes sont vraiment en train de bouger. Les filles vont vers ces filières.
on commence à avoir de premières filières qui vont former les femmes et les jeunes hommes d'ailleurs dans le numérique. Et effectivement, moi je suis convaincue que le numérique, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Madi Seydi, nous allons parler de votre livre, Française venue d'ailleurs. Oui, oui, évidemment. Oui, alors effectivement, je viens de sortir mon premier ouvrage. Il n'a pas une semaine. Il est sorti la semaine dernière, le 18, donc il y a quelques jours, 5, 6 jours. Et c'est un petit peu Comment a-t-il été accueilli? écoutez, pour l'instant, j'ai de bons échos. Alors espérons que ça dure. Alors en 5 jours, on ne peut pas. Mais en tout cas, moi, je suis fière du parcours entre l'idée et la réalisation du livre. J'en suis fière parce que c'est aussi une manière pour moi de remercier et de rendre hommage au Sénégal et à la France, parce que ces deux pays, chez moi, ils ont une place particulière dans mon cœur et je ne peux pas les dissocier. Donc c'est un peu un bouquin autobiographique qui revient sur mon parcours en tant que Française au Sénégal, mais aussi en tant que sénégalaise en France. Et c'est le regard que je porte sur la vie française et sur la vie sénégalaise, avec des sujets divers et variés, tels que la politique, le leadership féminin, le courage des femmes africaines. Je parle de religion, je parle de courage, je parle de politique, je parle de famille, ce sujet aussi Qui m'est vous cher, tient, oui. qui me tient à cœur, vraiment. Je crois aussi que ce parcours, je le dois aussi à ma famille. Je dois à ma famille qui a toujours été là, qui m'a poussé, qui m'a accompagné. Je viens d'une famille qui n'avait pas forcément de culture politique, mais quand j'ai commencé la politique, tout le monde s'est mis dans la politique, d'abord pour me soutenir. Et quand je vous dis ma famille, c'est vraiment ma famille au sens élargi. C'est mes frères, mes sœurs, vraiment ma famille directe, mais c'est aussi ma famille dans le fin fond de la Casamance, vraiment la famille au sens élargi. Et ça, je leur dois beaucoup. D'accord. Nous sommes aussi à la semaine de l'Afrique, notamment célébrée à l'UNESCO. Alors, comment ça se passe, grosso modo, en quelques lignes? Et l'UNESCO a eu cette belle initiative qu'elle avait déjà depuis quelques La années. semaine africaine. Et là, en fait, c'est la délégation sénégalaise qui a coopté des écrivains, des auteurs, parce que moi, je ne me considère pas comme étant un écrivain. Je suis auteur, je viens d'écrire mon premier livre, quand j'en aurais écrit 4, 5, 6, 10, je pourrais dire qu'il faut coopter des auteurs qui participent quelque part avec leurs travaux, avec les livres qu'ils écrivent, la poésie qu'ils écrivent, qui contribuent à changer le storytelling de l'Afrique. Donc vraiment, c'est une très belle expérience humaine. Au-delà du fait que j'ai pu présenter mon ouvrage et faire des dédicaces, ça c'est une vraie partie de plaisir, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'Africains, des Sénégalais notamment, des gens qui contribuent quotidiennement à changer, à porter notre parole sur l'Afrique, à changer l'image de l'Afrique. C'est une très belle expérience humaine et je pense qu'il faut multiplier ces rendez-vous où les Africains prennent la parole eux-mêmes, ils parlent eux-mêmes d'Afrique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi dans une époque où aujourd'hui, il appartient aux Africains de réécrire leur territoire. Il appartient aux Africains de dire ce qu'ils souhaitent. Il appartient aux Africains même de définir, et c'était un petit peu l'ambition du président Emmanuel Macron, de définir la relation qu'il souhaite avec la France, qu'il souhaite avec l'Occident. Et c'est en ça vraiment que c'était une très belle expérience humaine pour moi. Vraiment. Donc, l'avenir est entre les mains des Africains. À nous de réécrire notre histoire. Sur ce, quels conseils aujourd'hui, quelles recommandations donnerez-vous encore aux jeunes pour vraiment s'activer davantage Alors, je ne sais pas si si on peut dire ça. À mon petit niveau, je pense qu'il est important de rester engagé, de continuer à porter cette parole africaine au-delà de l'Afrique même. Il faut faire connaître notre histoire, faire connaître notre littérature, faire connaître notre histoire. C'est indispensable parce que finalement, la défiance, elle naît de la méconnaissance. Je suis convaincue que si on se connaissait davantage, on se regarderait autrement. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Même moi qui suis sénégalo-française, et ben même moi, j'avais des a priori sur l'Afrique avant d'être arrivée. Il y avait plein de choses que je pensais vraies sur le Sénégal parce qu'on montrait autre chose à la télé, parce qu'on n'avait pas accès à l'information telle que c'est aujourd'hui. Je crois qu'il est important de continuer à porter nos parents, s'engager pour les causes qui nous paraissent justes. Et quel que soit, j'ai envie de dire, les partis politiques, quelle que soit leur forme d'engagement,
il faut que la jeunesse africaine s'engage, qu'elle prenne son destin en main et qu'elle se dise, ah ben voilà, aujourd'hui, voilà ce que nous voulons que l'Afrique soit. Et se battre pour qu'elle soit ce que nous souhaitons. Ce serait pour vous aussi un motif que de rester et de croire en notre Afrique, la chérir, plutôt que de toujours chercher à partir constamment pour les études, pour aller travailler, pour faire son avenir ailleurs, alors que tout est là aujourd'hui. Toutes les prédispositions sont là. Absolument, absolument. Si tout le monde part, malheureusement, Qui va la faire? je peux comprendre qu'effectivement, on est parfois contraint de partir pour des raisons personnelles, pour des raisons liées à l'éducation. Mais moi, j'ai un immense respect à l'égard de tous les ripates qui prennent leur courage en main et qui reviennent au Sénégal, qui reviennent en Afrique pour, eh ben, finalement, profiter de leur expertise, reconstruire l'Afrique. Et effectivement, oui, j'ai envie de dire, il faut retourner. Et d'ailleurs, à commencer par moi-même, mon rêve serait d'aller, là, je suis entre les deux, mais j'adorerais être au Sénégal, porter des projets, créer, innover avec les locaux, avec les autochtones, avec les frères et sœurs sénégalais. Et évidemment, évidemment. Mais c'est à nous de le faire de toute manière. Si on part, eh ben, dans 40 ans, nos enfants, nos petits-enfants auront le même discours que nous en disant nous avons les richesses, nous avons les capacités aujourd'hui intellectuelles, les gens sont formés, nous avons aujourd'hui une Afrique puissante parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle de nos parents, mais malheureusement, nous n'y arrivons pas. Eh ben, pour y arriver, il faut retrousser les manches, il faut y aller, il faut se battre. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il faut y aller, il faut y aller. Vous êtes optimiste? Du coup, vous pensez que ça va changer ces allez, 4-5 prochaines années peut-être? Je suis optimiste quand je vois ce qu'est capable de faire aujourd'hui, ce que sont capables de faire aujourd'hui les jeunesses africaines et même au Sénégal. Je suis admirative. Oui. Je vois avec deux bouts de fil, il avait quasiment rien. Oui. Quasiment rien. Quand je vois tous les médias qui fleurissent ici et là en Afrique, ça commence par être des blogs. Vraiment, je suis vraiment optimiste. Je dis que c'est continuer, c'est possible. On va le faire. On va le faire ensemble, j'en suis sûre. Madi, votre mot de la fin avant de nous quitter? Le mot de la j'encourage les Sénégalais, en tout cas, dès lors où mon ouvrage sera, je vous le montre, hein, le voici, française venue d'ailleurs, j'encourage les Sénégalais, et au-delà même des Sénégalais, à aller lire cet ouvrage. Vraiment, j'espère qu'il leur servira, j'espère que les gens se reconnaîtront dans cette description que je pense fidèle de ce que j'ai vécu à Dakar, de ce que j'ai vécu en Casamance, de ce que j'ai vécu à Touba également. Allez lire ce livre, allez-y, vous comprendrez également ce que c'est que d'être de double culture et l'attachement qu'on peut avoir pour notre pays d'origine, même quand en réalité on n'y a jamais mis les pieds, et encore plus quand on y a vécu, quand on s'est formé, quand on a grandi. En tout cas, quand je dis grandir, c'est s'élever, parce que je pense que le Sénégal m'a permis de m'élever. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir. Merci infiniment. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous donc de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité et un autre thème. À très vite.